Jordi Vidal, bonjour. Alors, une question, est-ce que vous croyez au multivers? Oui, la preuve, c'est que nous ne savons pas où nous sommes, donc nous sommes passés ailleurs. Et pourquoi nous sommes passés ailleurs? Je crois que nous allons peut-être parler, je dis bien peut-être, de vous et de la culture à Perpignan, et précisément de choses. Mais qui êtes-vous, Jordi Vidal? N'étiez-vous pas directeur des Beaux-Arts et n'étiez-vous pas, pareillement, directeur de la culture à Perpignan, dans un autre multivers? Oui, dans cet autre multivers, la direction de l'école des Beaux-Arts que j'ai eue, elle est liée d'abord à des combats qui ont été menés en permanence depuis que je suis arrivé à Perpignan, d'abord en tant que prof de l'école d'art. Alors, vous êtes arrivé en 2002. Oui. Et vous parlez de combat de 2006, pour recadrer un peu. Exactement. À partir de 2006, ça a été des combats, c'est-à-dire Jean-Paul Alduy a voulu fermer l'école des Beaux-Arts. Elle a toujours été menacée, cette école des Beaux-Arts, et donc on peut considérer que pratiquement l'engagement que j'ai eu sur Perpignan, ça a d'abord été pour sauver les Beaux-Arts. Et la conséquence de cette volonté de sauver les Beaux-Arts, ça a été une sorte de gentleman agreement avec Pujol, à savoir que j'acceptais la direction de la culture avec un projet validé par lui, et la contrepartie, c'était que l'école des Beaux-Arts était sauvée. Ça a duré de 2012 à 2014. Et en 2014, après les élections, comme la politique culturelle de Pujol a changé, j'ai démissionné, c'est simple. D'abord un combat, ensuite le combat arrive à des conséquences, avec des partenaires assez intéressants. Et aussi, ce qui est notable sur Perpignan, c'est qu'en 2 ans, on peut considérer qu'il y a eu un certain nombre d'expositions assez majeures. On rappelle l'exposition sur le design. Oui, de Clément, jeune Clément Civilino, Oui. qui est arrivé avec un projet absolument extraordinaire. On a fait des expositions d'art contemporain, on a fait des partenariats avec les FRAC, on a fait, je veux dire, une série d'expositions. On a fait une exposition... Enfin, bref, le graphe, etc., etc. Ça a existé. Ça a plus qu'existé, c'est-à-dire que je pense que... Et puis l'exposition Walter Benjamin, oui. Quand même, mine de rien, quand même, et Anthropia, enfin des choses comme ça. Oui. L'expo sur les 200 ans du théâtre aussi. Les expos sur les 200 ans du théâtre. Municipal, hein, pas de l'archipel. Non, théâtre municipal, et en partenariat avec les archives. Et c'était important parce que les archives avaient connu une période un peu difficile, oui. Et donc c'était c'était revaloriser ce qu'était quand même un patrimoine essentiel de les archives. Alors voilà, tout ça finit par être fermé ou maltraité comme Walter Benjamin. Alors j'ai milité pendant la campagne auprès de tous les candidats pour la réouverture des Beaux-Arts. C'est une question que je posais systématiquement avec le train de fret. Apparemment, ça ressurgit dans le programme du candidat Alliot, désormais maire, mais Petit Ripou, il l'a repris aussi. Louis Alliot, maire, est-ce que c'est le fascisme triomphant? Disons que pour moi, la question ne se pose pas, c'est-à-dire j'ai toujours eu une condamnation extrême de l'extrême droite et elle ne changera pas. Donc il y a quelque chose dans mon histoire qui fait que c'est... T'es un peu anarchitu? Oui, il y a une incompatibilité structurelle. Donc à partir de ce moment-là, à partir de cette incompatibilité structurelle, la question que je pose est d'une autre nature. Lorsqu'il y a un programme, que ce soit celui d'Alliot ou d'un autre, qui dit qu'on peut rouvrir le centre Walter Benjamin, qui dit qu'on va pouvoir ouvrir les Beaux-Arts, du côté du centre Walter Benjamin, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il puisse être rouvert. Et si une politique d'extrême droite se manifeste dès la première exposition, le rapport à la critique va pouvoir s'exercer. Genre l'expo des photos d'Annie Riefenstahl, par exemple. Je ne sais pas, pas sur les Nouma. Mais peu importe le sujet. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un a priori, on ne peut le faire que face aux faits objectifs, à savoir, c'est sur des bases des faits réels qu'on peut amener sa position critique. On a trop oublié ces derniers temps un livre assez essentiel, c'est John Stuart Mill, de la liberté. Alors il faut resituer, plutôt 19e? C'est première moitié du 19e siècle. Où sont formulés les critères... En Angleterre ou en Angleterre. Où sont formulés les critères essentiels de ce qu'est la liberté de penser. Et en particulier,
On doit laisser la liberté d'expression à son ennemi, parce que c'est en le laissant parler qu'on a la capacité de le réfuter. Et c'est une position centrale. Et donc, sur cette histoire du centre Walter Benjamin, qu'on s'entende bien, il y a eu une pétition sur le fait que ce centre ne pouvait plus s'appeler Walter Benjamin. Parmi les gens qui ont signé cette pétition, il y a des gens particulièrement honorables qui ont réagi de façon sensible, etc. Mais je pense que c'était une erreur de jugement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, a priori, dire qu'on ne veut pas d'un centre Walter Benjamin parce que c'est un maire d'extrême droite qui est au pouvoir. On le juge sur pièce. Et à partir de ce moment-là, on a la capacité de réfuter son action. Même chose pour les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, à l'ouverture des Beaux-Arts, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une école municipale. Les Beaux-Arts, c'est une école qui dépend du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, cette école, si elle s'ouvre, c'est en partenariat avec l'institution d'État, avec le pouvoir de l'État, avec la reconnaissance de l'État. Et si un comité d'expertise doit exister pour valider la réouverture des Beaux-Arts, elle doit fonctionner à partir du ministère et ensuite descendre sur Perpignan. Donc, le maire et son équipe peuvent proposer, mais c'est au ministère de trouver les moyens méthodologiques de permettre la constitution d'une école d'art et ensuite, le cas échéant, de déléguer sur Perpignan des intellectuels, des responsables, etc. Le choix d'un directeur ne dépend pas du maire, le choix du corps enseignant ne dépend pas du maire, mais de son équipe. Donc, sur cette histoire des Beaux-Arts, il faut aussi le poser en ces termes. En fait, c'est une question, il faut toujours commencer par l'énonciation du problème pour mieux le résoudre. Tout à fait. Tout passe par l'énoncé. Une énoncée qui est mal faite ne peut pas régler le problème. Non, parce que un des travers de l'époque contemporaine, c'est ce qui sévit à gauche, hein, par exemple. Il y a une position moraliste, crypto-totalitaire, qui se fait jour à l'intérieur d'un courant intellectuel que je qualifie de postmodernisme, sur des sujets aussi essentiels que la liberté des femmes, que l'antiracisme, que la capacité de retrouver une forme de solidarité et de faire revenir en plein jour la problématique des droits humains, la problématique de l'humanisme, la problématique des Lumières. Or, on voit apparaître une forme où, dans une autre période historique, lorsque deux personnes venant d'horizons différents se rencontraient, ce qui était important, c'était le petit commun dénominateur, le plus petit commun dénominateur qui permettait d'agir en commun. Aujourd'hui, lorsque tout est semblable, et on voit bien ça par exemple dans cette espèce de discours du LGBT, c'est-à-dire cette séparation extrême où on va se trouver dissemblable au prétexte qu'il y a une toute petite marge. Oui, une couleur en plus, un poil différent. Et donc c'est ça le vrai sujet. Et donc, je dirais que l'élection de Louis Alliot à Perpignan est à prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une partie du corps électoral a réagi par rapport à l'insécurité, par rapport au problème de la violence, par rapport même à l'islam, par rapport à ces problèmes-là. En face, nous avons une gauche qui est complètement anéantie par tout un discours postmoderne et qui est incapable de se restructurer. Je prendrai un exemple. Vous avez organisé un débat au Castillet. Lors de ce débat au Castillet, le seul qui n'était pas là, c'était Romain Gros, pour le premier tour. Et j'avais dit à l'époque, c'était Lebourg qui était à côté de nous, Nicolas Lebourg, je lui avais dit, il y a deux mots qui ne seront pas prononcés pendant ce débat. Il me dit lesquels? Je lui dis, je te les dirai à la fin. Et les deux mots qui n'ont pas été prononcés pendant ce débat, c'est « gilets jaunes ». Comment la gauche peut-elle ne pas parler des gilets jaunes dans une campagne électorale alors qu'elle va parler des migrants, qu'elle va parler des bateaux qui vont les recueillir, etc. Ça, c'est une réalité, c'est-à-dire une partie de la révolte des Gilets jaunes se retrouve vers l'extrême droite, une autre partie se retrouve du côté du courant libertaire. Il y a une modification qui est en train de s'opérer.
il est nécessaire de mener une critique acharnée contre les tendances fascistes de la société, mais simultanément, il est nécessaire de mener une critique acharnée contre les nouvelles formes de totalitarisme qui sévissent à gauche, et en particulier dans le courant postmoderne. Alors, cette gauche-là, en fait, Louis Alliot n'a pas gagné, c'est cette gauche-là qui a perdu, oui. Et Louis Alliot n'est que la queue de la comète de la fin du pujolisme. Oui, mais il ne faut pas dire ça comme ça, parce que Perpignan est assez exemplaire de ce point de vue-là. Par exemple, je me souviens, tu le sais aussi, que Sarkozy a fait sa campagne électorale à Perpignan. Il l'a testé à Perpignan. Et je trouve que Perpignan est un... Beaux-Arts. Oui, oui. Devant les Beaux-Arts. Devant les Beaux-Arts, mais même ailleurs. Je veux dire, quand il a fait ses conférences, etc. Ce qui avait donné lieu à Retourne chez toi de John Wayne. Oui, mais les discours qu'il tenait à l'époque lui ont permis d'être élu parce qu'il les a testés sur Perpignan. Il y a un côté laboratoire comme était l'Italie des années 70. C'est-à-dire, pour le pire, quelque chose se jouait à Perpignan qui montrait le mécanisme général de la société française. L'élection de Louis Alliot est grave au sens où elle montre aussi quelque chose d'essentiel dans la société française, dans la dégradation de la conscience politique, critique et révolutionnaire même de la société française. L'incapacité de la gauche à formuler un examen critique qui renoue avec les valeurs de la Révolution française, avec les valeurs des Lumières, avec les valeurs de la Commune de Paris, avec les valeurs de la Révolution espagnole, son incapacité à formuler une critique de la religion, à reformuler une redéfinition de la laïcité, tous ces points-là font que des gens comme Louis Alliot peuvent passer. C'est le point essentiel. C'est pas à lui qu'il faut en vouloir, c'est à la personne. Je me souviens d'une candidate à qui je demande c'est quoi la gauche et qui ne sait pas me répondre à 2 reprises. Oui, et je pense que c'est simplement parce que la gauche elle-même n'arrive plus à se définir. Lorsqu'on pense que, par exemple, sur les questions de la laïcité, dans la presse française, il ne reste plus qu'un journal qui est loin d'être exemplaire, c'est Marianne. Lorsqu'on considère que toute la presse française, tous les médias en général, sont à l'intérieur de ce dispositif, dans lequel tout est basé sur la victimisation, c'est-à-dire c'est les périphéries urbaines qui concentrent la misère sociale. Non, les campagnes ne les concentrent pas. Les laissés pour compte de la société que sont les gilets jaunes ne les concentrent pas. C'est ça la réalité d'un constat social. Et donc, l'élection de Louis Alliot est le symptôme de ce mécanisme-là, mais c'est aussi le symptôme criant de ce qui manque à gauche, et de la nécessité de reformuler un projet de gauche. Mais un projet de gauche, je le dis à nouveau, et je le répète, c'est ce que j'ai fait dans l'Archipel contre-attaque. Hein, les 3 textes que j'ai donnés à lire, c'était pour la reformulation nécessaire de ce projet. Donc on a aussi la série que tu as sortie, qui était toujours sur l'Archipel contre-attaque, La Société du Chaos, qui n'a pas eu beaucoup de succès, notamment chez les gens de gauche. Oui, oui, c'est parce que les gens de gauche, c'est un peu des gens qui, enfants, ont vu Bip Bip et les coyotes, et qui ont vu que dès que le coyote regardait en bas, il tombait dans le vide. Donc ils se sont dit, moi je vais être malin, je ne vais pas regarder en bas, et je vais pouvoir continuer à surfer sur le vide, comme ça pendant des années. Là, c'est le problème, c'est-à-dire que par exemple Mediapart, qui représente bien cette tendance générale, Mediapart ne posera jamais de conditions critiques vis-à-vis de l'hypercapitalisme. C'est-à-dire, on ne verra jamais Mediapart faire des études exhaustives sur les GAFA. Par contre, ils vont s'intéresser au poil de cul d'un homme politique, aux détails, mais jamais à l'essentiel. Et c'est ce point qui est décisif. C'est-à-dire, on ne peut pas mener une critique sous ces auspices-là. On peut les mener, une critique, qu'en montrant bien qu'il y a un côté indissociable de ce qu'est l'hypercapitalisme contemporain, et en même temps que cet hypercapitalisme, la guerre du tous contre tous, qui flatte cet hypercapitalisme, qui le favorise. Hein, lorsque le noir considère que le blanc est structurellement raciste, lorsque le blanc européen hétéronormé est considéré comme l'ennemi absolu, toutes ces formes-là créent de la division. Là où il y avait un collectif, une pensée humaniste, une solidarité, une entraide, il y a la guerre de ce tous contre tous qui empêche toute possibilité de reformulation d'un projet social. Et ça, c'est le problème de la gauche. Alors, et c'est sa faillite. Il y a 2 niveaux de jeu. Considérons 2 choses de l'histoire. Repassons par le trou de verre. De Las Casas et la controverse de Valladolid ne serait pas possible parce que De Las Casas, tout franciscain qu'il est, il n'est pas indien.
Et de même que de l'esclavage des Noirs de Montesquieu ne serait pas possible, puisque le gars qui dénonce l'esclavage avec l'ironie, alors déjà, l'ironie est scandaleuse si on suit les nouveaux pommeaux, et Dezio, il n'est pas noir, donc il ne peut pas dénoncer l'esclavage des nègres. Oui, tout d'un coup, il y a une sorte d'identification généralisée où chacun a son rôle titre, et lui seul est capable de parler d'un tel sujet. Prenons un autre exemple. Lorsque, sur la question féminine, et on voit bien que la question féminine et les luttes féministes actuellement est en régression par rapport à ce qu'elle a été dans les années 60-70, lorsqu'un transgenre, qui sont principalement masculins, explique qu'en ayant son zizi, il peut rentrer parce qu'il se considère femme dans des toilettes féminines, où est la posture? C'est-à-dire, c'est quoi là? C'est-à-dire, de quoi on parle? Quand, par exemple, on attaque Rowling, qui dit qu'une femme, c'est un être humain qui a des règles, et qu'on dit, c'est scandaleux de dire ça parce qu'on limite, on va nous expliquer que toute sexualité est une représentation, une reformulation sociale, n'existe pas biologiquement. C'est culturel, ça n'existe pas biologique. Donc, dans le même temps, on veut défendre la nature, mais dès que le corps parle de nature, dès qu'il est naturalisant, comme ils disent, comme terme péjoratif, mais le corps est naturalisant. J'ai une bite, une femme n'en a pas, elle a des règles. Je veux dire, je suis un être humain de sexe masculin et de genre humain. Or, le genre humain, il est polymorphe, il est multiple, il peut prendre toutes les combinaisons possibles. Il peut être féminin, il peut être transgenre, il peut être tout ce qu'il veut, le genre humain. Il a cette capacité. Pourquoi réduire l'universel du genre humain à cette espèce de petite série de cases, de niches, où chacun va se replier sur lui-même et sera dans l'incapacité de dialoguer, dans l'incapacité d'aimer, dans l'incapacité de communiquer, dans l'incapacité de faire bouger les choses. Là où nous avions l'universel, nous avons maintenant la singularité de chacun pour soi, mais en tant que haine, en tant que discours de haine, et en tant que discours de séparation. Et là, je vais refaire mon garçon lettré et jésuite. Le grec diabolos nous dit tout. Diabolos, c'est ce qui sépare. Le diable, c'est ce qui sépare. C'est une de vieilles formules aussi. Écoute, nous allons en rester là, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je sentais que la tension montait, donc nous allons en rester posément là. Donc, seras-tu le prochain directeur des Beaux-Arts? Non. D'accord. Seras-tu le prochain directeur du Centre Walter Benjamin? Non. Participeras-tu avec cette municipalité? Non. Par contre, je serai ouvert à tout le monde, à toute discussion, avec tous les copains, les amis, hein, tous ceux avec qui j'ai vécu, les années extraordinaires qu'on a vécues. Je veux dire, je serai toujours là, dans les discussions, etc. Et c'est avec eux qu'il faut repenser le futur. C'est pas avec les hommes politiques actuels. Merci Jean-Di Vidal.